Bonjour Jérôme. Bonjour. C'est un grand plaisir qu'on a aujourd'hui de pouvoir vous accueillir à notre micro dans notre podcast. On est vraiment très heureuse de pouvoir échanger avec vous sur votre parcours, votre carrière, sur les différentes étapes de votre vie professionnelle aussi, mais aussi sur les futurs challenges qui vont arriver. Et je pense notamment évidemment à Tokyo, où est-ce que vous allez vous envoler dans quelques jours, même bientôt je dirais. Parmi vos grands titres, Jérôme, vous débutez en 1998 en étant sacré champion de Belgique junior, si je ne me trompe pas, à seulement 18 ans, puis de nouveau en 2012 dans la catégorie senior cette fois. Ensuite, vous rencontrez un cheval qui aura quand même marqué votre carrière, Grand Cru, ce fils de Manito de Rêve, avec lequel vous remportez la Baule en 2016, mais aussi une étape du Belgian Global Champions Tour à Miami la même année. Et puis, vous avez participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 avec lui. 2 ans plus tard, avec une histoire bien singulière, vous croisez le chemin de Kellum Deus et vous vous envolerez donc pour le Japon dans quelques semaines. Après avoir évoqué un peu ce palmarès, j'aimerais bien faire un petit retour en arrière, retourner dans votre enfance déjà. Vous n'êtes pas du tout issu d'une famille de cavaliers, et pourtant vous êtes passionné de chevaux et de sport. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qui vous a amené à faire de cette passion votre métier? C'est d'abord le cheval, hein. C'est vraiment une passion pour moi le cheval. Je viens donc, comme vous dites, pas du tout du milieu. J'ai commencé à monter comme beaucoup de gens dans un manège, dans un club. Au fait, la dame qui nous gardait, une amie de famille qui nous gardait, montait à cheval le mercredi après-midi. Et je l'accompagnais parce qu'elle me gardait, j'allais la voir monter. Et dans le manège où elle a commencé, on pouvait monter seulement à l'âge de 10 ans. Donc pendant un an, je l'ai accompagné tous les mercredis après-midi, je l'ai regardé monter à cheval. Et le jour de mon anniversaire, j'ai demandé une leçon d'équitation pour mes 10 ans. Donc j'ai commencé dans ce club-là, et puis de fil en aiguille, j'étais le samedi faire une leçon, et puis de plus en plus souvent. Les vacances, je mettais ma tente dans la prairie du manège, où je restais là. Et voilà, c'était vraiment une passion du cheval qui est née chez moi. Ma sœur montait aussi un petit peu dans les mêmes conditions. Elle a un peu plus, elle a décroché à l'adolescence, et moi, voilà, j'ai continué de plus belle. Alors, ma maman m'a assez bien soutenu dans cette passion. Elle m'a soutenu avec les moyens qu'on avait. On ne vient pas d'une famille super fortunée. On sait que c'est quand même un sport qui est très onéreux. Alors, à un petit niveau, ça va, mais dès qu'on veut monter, faire la compétition et tout, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. Donc, elle m'a quand même vraiment beaucoup soutenu toute ma jeunesse. Elle m'a acheté mon premier poney à l'âge de 12 ans. Impala du Grand Lavoir Alpine, ça s'appelait. Voilà. Chaque morceau de ma vie était accompagné d'un cheval, donc depuis mes 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je me rappelle évidemment chacun d'entre eux. Et donc, au fur et à mesure, je suis passé à cheval après. Et sur un cheval d'un éleveur, c'est commencé à me prêter des chevaux, enfin, me confier des chevaux. Toujours ma maman m'a soutenu, et à 18 ans, j'ai décidé après mes études, d'essayer de voir si je pouvais vivre de cette passion. Donc j'ai arrêté l'école après ma réto, bac de la France, et j'ai décidé de voir si je pouvais vivre de ça. J'ai été monté donc pour le Haras des Hayet en France, mais qui était installé aussi en Belgique. Là j'ai monté des jeunes chevaux, j'ai commencé bien par les jeunes chevaux, et puis assez rapidement ça s'est bien passé, on avait des bons jeunes, j'ai commencé à monter leurs chevaux plus âgés aussi, plusieurs bons résultats, et puis en 2000 j'ai rencontré mon épouse qui est venue travailler un petit peu avec moi, qui a arrêté le Maroc parce qu'elle était au Maroc de Bruxelles. Elle est venue travailler avec moi au Haras des Hayet, donc elle faisait un groupe, elle montait un peu à la maison, les chevaux, mais voilà, la plupart du temps elle faisait la groupe pour moi. Et après 6 mois au Haras des Hayet ensemble, on a décidé d'essayer de faire notre propre écurie. Donc j'ai arrêté de travailler pour le Haras, et on a lancé notre propre structure ensemble. Bon, au début c'était un peu difficile, on a commencé à monter des chevaux d'éleveurs.
des jeunes chevaux. J'ai commencé vraiment avec les jeunes chevaux. Et on a loué une structure. Après ça, dès que ça a été un petit peu bien avec les jeunes chevaux, j'ai très vite compris que pour faire du haut niveau, il fallait avoir des bons chevaux. Donc il fallait aussi un peu de moyens. Donc je me suis vraiment concentré sur le commerce. Donc j'ai formé des jeunes chevaux, je les ai vendus. Et puis j'ai eu d'autres éleveurs qui m'ont confié des chevaux. Faire du Seigneur, moi c'est Edouard Lévy qui monte pas mal de chevaux. Et l'élevage héros avec Luc Henry, on a commencé vraiment ensemble, il était jeune éleveur, moi jeune cavalier. On a pu grandir comme ça un peu ensemble. Et rapidement, on s'est dirigé vers le commerce, la formation des jeunes chevaux vers le commerce. Et au fur et à mesure, on a fait grandir l'écurie. On a construit une écurie pour les chevaux, puis un manège, et puis la maison. Et en 2000, c'est vraiment plus ou moins en 2012, après ma victoire au championnat de Belgique senior, avec Tic Tac, un cheval que j'avais en copropriété avec Henri. On a vendu ce cheval-là, qui est un cheval fantastique, qui est encore maintenant dans le circuit avec Ben Mayer. Et ça m'a donné une bouffée d'air, d'oxygène financière, de stabilité. Et après ça, j'ai décidé de me dire, voilà, maintenant, je vais essayer de faire ma carrière sportive, garder les chevaux qu'on a formés, essayer de les garder et voir ce que je suis capable de faire dans le sport. Parce qu'avant ça, chaque fois que j'avais un bon cheval, on le vendait et puis on recommençait, et donc c'était tout comme ça. Et depuis donc 2012, maintenant, je me consacre. Évidemment, j'ai encore une partie de commerce dans la structure, mais j'essaie de garder les chevaux et d'aller au bout pour le sport. Donc, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose dont on voulait vous parler, hein. Vous l'avez mentionné déjà dans cette interview. On l'avait lu nous beaucoup en préparant l'interview, on a lu énormément de choses dans la presse. Et on lisait donc que vous expliquiez que votre maman vous avait évidemment énormément soutenu, mais que financièrement elle n'était pas capable de vous apporter notamment les chevaux, la structure, etc. Or, on sait que c'est un sport qui est quand même compliqué, aujourd'hui peut-être encore davantage. Je ne sais pas, j'aimerais bien vous demander, est-ce que vous pensez que c'est encore possible pour un jeune cavalier d'émerger en fait sans avoir le soutien, sans avoir l'encadrement? Si aujourd'hui on est un jeune passionné, est-ce qu'on peut encore s'en sortir et atteindre le grand sport sans avoir les bons chevaux tout de suite et sans avoir un soutien financier dès le départ? Oui, je reste persuadé qu'on peut encore y arriver. Enfin, c'est sûr que c'est plus dur, mais non, c'est accessible, mais ça demande beaucoup de travail, plus de sacrifices. Mais non, je pense que c'est un peu une philosophie. Quand on rêve de quelque chose et qu'on veut quelque chose, qu'on se donne vraiment les moyens, tout est accessible. Mais maintenant, il y a des chemins qui sont plus difficiles que d'autres. Alors on sait bien que quand on vient d'une famille moins aisée, dans ce milieu-ci, c'est comme le sport automobile, c'est des sports assez onéreux, donc mais il y a d'autres chemins. On va commencer pour les propriétaires, pour des éleveurs, on va travailler pour des gens. J'en connais encore aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont commencé vraiment dans un club et qui aujourd'hui font du haut niveau. Là, devenir champion, c'est autre chose, ça c'est les capacités qu'on a et le chemin de vie qu'on a, ce qu'on rencontre comme chevaux. Mais je pense que non, il faut croire en ses rêves et c'est encore accessible. Je vais faire un petit retour en arrière et rebondir un peu sur ce que vous êtes en train de dire. Pour moi, les athlètes de haut niveau, cavaliers ou sportifs, quoi qu'il en soit, c'est des gens un peu qui me fascinent parce que c'est vraiment aller au-delà de ses limites, etc. Et vous disiez, il faut rêver, il faut aller au bout de ses rêves. Comment est-ce que vous étiez, vous, à 10-15 ans? Est-ce que vous étiez un enfant rêveur, courageux, avec beaucoup d'envie? Comment est-ce que vous vous décriviez à ce moment-là? Et peut-être parce que cette question, elle est aussi là parce qu'on pense que c'est un peu l'enfance qui fait qu'on se conditionne un peu à ce qu'on va devenir ensuite. Oui, ça je sais pas. Après, c'est marrant que vous dites ça parce que moi j'ai maintenant un fils de 15 ans, donc on n'a pas du tout le même chemin de vie. J'ai eu plus difficile que lui pour pouvoir faire du sport. Donc à 10-15 ans, j'étais bout en train, comme je suis encore, très
très dynamique, rêveur, donc j'avais des rêves et pour moi tout était accessible. Des branches. Voilà, c'est réglé. Donc, je peux reprendre? Oui, bien sûr. Donc oui, entre mes 10 et 15 ans, j'étais plutôt rêveur et je pensais que tout était accessible. Je pense que ouais, j'avais beaucoup d'énergie. Je voyageais beaucoup autour de chez moi, mais j'étais curieux de plein de choses. Encore aujourd'hui, je m'intéresse à plein de choses. Mais évidemment, comme les chevaux me passionnaient, j'étais curieux de tout ce milieu. Donc j'ai regardé énormément les gens faire, les autres faire, les cavaliers. Je regardais beaucoup de vidéos. Maintenant, Internet, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et ça peut aider à d'autres jeunes à apprendre et évoluer plus. Moi, j'allais sur les concours, je regardais, je m'inspirais. J'étais curieux et rêveur. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça. Ça me fait penser à une lecture que j'ai entamée il n'y a pas longtemps qui s'appelle Sport et résilience. C'est un livre qui a été écrit par Boris Cyrulnik, qui est psychiatre. Et sa théorie principale, c'est que les champions sont résilients, principalement parce qu'ils ont eu dans leur enfance le besoin d'être résilients, c'est-à-dire généralement, ou dans leur trajectoire de vie, pas forcément en France, parce qu'on peut devenir d'ailleurs champion plus tard, mais souvent c'est des personnes qui sont plus à même d'affronter les échecs, plus à même d'affronter les déconvenus, tout simplement parce que c'est quelque chose qui a déjà été nourri. Est-ce que vous diriez que ça se retrouve aussi dans le monde du cheval? Est-ce qu'il faut être particulièrement résilient pour composer avec un être vivant qui aura lui aussi ses états d'âme? Est-ce que c'est une des qualités qui est nécessaire et qui est importante d'avoir su construire dans le temps quand on est cavalier? Oui, je pense que c'est une qualité importante. Maintenant, est-ce qu'on doit avoir vécu des choses difficiles pour pouvoir avoir cette capacité? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est vrai que j'ai eu des moments difficiles et je pense qu'on grandit de ces moments difficiles. Mais je vois quand même que dans notre milieu, il y a des grands champions et qui sont nés dans des familles de champions où ils ont eu l'expérience de leurs parents. Parler des Philippe Hart, avec qui je suis très proche. Ils n'ont pas eu des moments très difficiles et ils ont sûrement eu des moments difficiles, mais pour faire ce sport-là, ils n'ont pas eu et ça vient quand même aussi des grands champions. Alors pour ma part, c'est vrai que voilà, j'ai dû me battre plus que d'autres. Et comme il y en a d'autres aussi, mais je veux dire pour moi, en tout cas, j'ai eu des moments difficiles. Et ça reste une volonté de pouvoir toujours aller de l'avant et de pouvoir rebondir dans les situations qui sont plus difficiles. Alors pour le cheval, évidemment, pour notre sport, la compréhension de l'autre, du moment, est très importante. Un cavalier doit comprendre son cheval, doit comprendre comment il fonctionne pour pouvoir en tirer le meilleur, pour pouvoir le faire progresser. Et je pense que ça, c'est la grande qualité de cavalier, de bon cavalier en tout cas, c'est savoir comprendre leur cheval et savoir les travailler pour qu'ils donnent le meilleur de eux. En tout cas, c'est ce que je pense qui fait la différence entre un très bon cavalier. On vous l'a dit, on a pas mal lu avant de venir, et en introduction de votre site internet, il y a une petite introduction qui dit que il est écrit exactement que cette réflexion pourrait très certainement choquer la plupart de nos lecteurs lorsqu'on y songe. Au vu de leurs conditions, les chevaux de selle peuvent être vus comme des esclaves. Ils sont enfermés dans une cage, etc. Cette image est dure et malheureusement parfois réelle. Dans nos interviews, on parle beaucoup de l'homme de cheval qui existe dans chacun des cavaliers qu'on a eu la chance d'interviewer. Et ces quelques mots me font penser que vous êtes de ceux qui attachent une grande importance au bien-être du cheval, outre le sport. Est-ce que vous pensez que le bien-être et la performance sont deux éléments qui sont indissociables ou justement qui doivent être vraiment liés? Il faut que les choses soient bien pour être performants, etc. Et comment est-ce que vous pourriez vous décrire en tant qu'homme de cheval? Je savais mieux cette petite introduction, je l'avais plus longtemps. Oui, mais je l'ai un peu passée vite parce qu'elle est un peu longue, mais ouais. J'invite à nos auditeurs à aller vraiment la lire, c'est très intéressant. Et non, c'est vrai que le cheval dépend beaucoup de nous. Donc, voilà,
Voilà, il attend de nous, on doit lui donner à manger, on doit le sortir. Donc, je veux une pause. On peut faire une pause, il n'y a aucun problème. Je pensais pas que... C'est aussi quelque chose qu'on a dans le podcast, hein, l'émotion. On a plein d'invités qu'on peut quand C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Nous aussi, souvent. Ouais, c'est parce que je suis fatigué. Quand je suis fatigué, j'ai plus d'émotions. On va se fatiguer là. Bon, je reprends. Oui, je pense que le bien-être animal et le bien-être humain est hyper important. Si on veut avoir le meilleur de son cheval, il faut qu'il se sente bien. Et c'est comme les gens. Les gens sont bons et quand ils se sentent bien, je veux dire, voilà, donc c'est hyper important que le cheval se sente bien, compris. Et c'est comme ça qu'il peut nous donner énormément. Mais pour les humains, c'est pareil. Quand on est bien dans un métier ou quand on est bien avec des gens, c'est là qu'on est le meilleur. Donc je fais ça souvent, j'essaie de reproduire ce que j'aimerais qu'on fasse avec moi, j'essaie de le reproduire avec les chevaux et avec les gens qui m'entourent. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je vais continuer à tisser le fil de cette conversation et vous citer encore une fois, mais pour pouvoir en parler encore plus avec vous. Vous avez dit dans une interview qu'il faut avant tout pouvoir apprivoiser le cheval et le comprendre. Mais comment est-ce qu'on apprend à comprendre un cheval? Parce que c'est un des sujets qu'on a évoqué avec l'éthologue Andy Booth. Andy disait on crée des cavaliers, on leur apprend à monter à cheval, mais on ne crée pas des hommes de chevaux, on n'apprend pas aux jeunes enfants à lire le comportement du cheval, à l'anticiper, à le comprendre, savoir pourquoi est-ce que le cheval a l'instinct de fuite, comment est-ce qu'il faut savoir utiliser cet instinct de fuite à des fins d'équitation, à des fins de sport et pouvoir le manier. Comment est-ce que vous avez appris tout simplement à lire les chevaux, à avancer avec eux, à évoluer avec eux en piste pour essayer d'avoir un objectif commun, on va dire? Ça prend du temps d'être entre guillemets un homme de cheval, de comprendre l'animal. Je pense qu'en passant déjà beaucoup de temps avec les chevaux, pas que à cheval, mais aussi vraiment à côté, on comprend leur fonctionnement. Je pense que le cavalier pour être un bon cavalier, il faut comprendre son cheval, comprendre comment il fonctionne. Il faut savoir que chaque cheval est aussi différent. Donc il faut adapter son équitation, sa manière d'être en fonction de chaque cheval. C'est comme les gens en fait, il y a beaucoup de similitudes, c'est quand même un être vivant. En fonction de un cheval, ce qu'il a vécu, son passé, ils ont des angoisses ou des peurs. Et tout ça fait que comprendre chaque fois chaque cheval et adapter son comportement en fonction de chaque cheval, c'est comme ça qu'on en tirait le meilleur. Évidemment, ça prend du temps de comprendre, d'analyser. C'est pas quelque chose d'inné, mais plus on est en contact avec le cheval, avec différents chevaux, parce que j'ai eu la chance d'être avec énormément de chevaux différents, c'est comme ça qu'on devient, entre guillemets, un homme de cheval. Je pense qu'on peut assez vite comprendre chaque cheval. J'avais aussi préparé une question qui est un peu plus, intime. Je ne sais pas si vous accepterez d'y répondre, mais vous en avez quand même parlé assez ouvertement dans les journaux qu'au début des années 2000, en 2004 exactement, vous contractez un cancer. Vous en êtes d'ailleurs jamais caché. Est-ce qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, vous avez pris du recul sur cette étape difficile de votre vie, j'imagine? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça vous a apporté finalement, le recul que vous en avez pris et la leçon de vie qu'on en retient de cette étape-là? Oui, en fait, ça va être peut-être choquant, mais c'était un moment important dans ma vie parce que je pense que j'ai grandi de ça. Donc, sans cette maladie ou sans ce passage difficile de ma vie, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. J'en suis sorti grandi avec une vision de vie différente. Donc oui, en 2004, en 2004, on a vu que j'avais un cancer, hein, et puis toute ma vie a un petit peu changé après ça.
mon épouse a décidé mes idées sont pas claires. Excusez-moi. Donc oui, en 2004, on a décelé un cancer. Donc toute ma vie a changé à partir de ce moment-là. On voit pas la vie de la même manière après ce moment-là. Dans le sens où ça nous permet de prendre conscience de beaucoup de choses sur soi-même, faire le point. Aussi, mon épouse, à ce moment-là, a arrêté de prendre la pilule pour pouvoir prendre un moyen de contraception un autre moyen de contraception. Elle est tombée enceinte, juste alors que j'étais sous traitement. C'était pas du tout prévu. Les médecins ont conseillé qu'elle avorte parce que voilà, il y avait grande chance que l'enfant soit pas normal. On a été pour qu'elle se fasse avorter. Et là, le médecin a pris contact avec mon médecin, il a regardé quel traitement j'avais et il nous a conseillé de le garder, de voir comment ça allait se passer. Et c'est mon fils qui est là maintenant, qui a 15 ans. Et qu'on voit en piste. Et qu'on voit en piste. On l'a appelé Mathieu. Mathieu, c'est la définition du prénom de Mathieu, c'est le don de Dieu. Et donc voilà, ça a pris une autre dimension aussi après ça. Mais pour revenir à la maladie, c'est quelque chose qui fait grandir. C'est dans les difficultés, c'est dans les moments comme ça qu'on prend conscience de la chance qu'on a. Prendre conscience que on se prend parfois la tête ou on se complique la vie sur des petites choses, mais quand la vie nous remet en face de la réalité, on relativise sur beaucoup. Est-ce que vous vivez votre sport différemment maintenant? Est-ce que vous appréhendez les échéances différemment? Est-ce que vous êtes, j'en sais rien, pas plus lax, mais en tout cas avec moins de pression dans le... Moi, je vis toute ma vie différemment, donc je profite de chaque moment. Je me dis que chaque jour que je suis là, c'est un jour en plus. Alors bon, c'est pas pour autant que je stresse pas quand il y a des moments importants et que je suis pas concentré, donc je prends pas tout avec de la légèreté, mais au contraire, je prends tout avec beaucoup d'intensité et beaucoup de plaisir. Donc je suis conscient que la vie était très généreuse avec moi. J'essaye de générer aussi avec elle. Et bon, je la remercie tous les jours d'être là et je suis conscient de pouvoir vivre ma passion. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc je suis un homme très heureux et condé. Et maintenant, vous travaillez aussi en famille, du coup, avec votre fille. J'imagine que ça a été une renaissance après cette étape d'accueillir votre fils. On le voit sur les concours, on sait qu'il monte un cheval important pour vous qui est Papillon, Z. Est-ce que vous avez ambitionné à un moment donné d'installer votre nom dans ce milieu, comme l'ont fait justement les Philipparts dont vous parliez, ou les Van Passion en Belgique? Est-ce que c'est important pour vous de voir votre fils monter et d'être sur vos traces? Alors, ambitionner de marquer avec mon nom, pas du tout, c'était pas du tout quelque chose que j'espérais ou que j'ai essayé de faire. Moi, je suis content évidemment de pouvoir vivre cette passion avec mon fils, ma femme aussi. Malheureusement, mon plus jeune ne monte pas, peut-être qu'il viendra plus tard ou qu'il s'y mettra plus tard, parce que Mathieu a commencé assez tard. Mais c'était quelque chose pour moi, c'est le plaisir de partager cette passion avec lui, partager ces moments-là. Faire marquer son nom dans un milieu, pourquoi pas, c'est sûr que s'il continue et qu'il continue à percer, ce serait très chouette, mais surtout que ce serait chouette pour lui qu'il ait du plaisir et qu'il puisse vivre les émotions et les plaisirs que moi j'ai. C'est sûr qu'on est tous autour du cheval et qu'on peut le vivre ensemble, c'est très agréable. J'aimerais bien qu'on arrive tranquillement à parler de ce cheval qui va vous accompagner à Tokyo. Je sais qu'il y a encore plein de sujets. Papillon. Non, quel homme, mais j'aimerais bien poser cette question. Vous venez de rentrer dans le top 20 mondial. Je l'ai vu sur Instagram il y a quelques jours.
On le sait très bien, pour pérenniser une telle place dans son sport, il faut être partout, tous les week-ends, traverser le monde entier. À côté de cela, justement, vous avez une femme et 2 fils. Comment est-ce que vous parvenez, ou est-ce que vous avez réussi à trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et sportive et votre vie de famille, tout simplement? En fait, on a souvent abordé ce sujet, notamment avec Kevin Stott et avec Marie Pellegrin, qui sont 2 cavaliers opposés là-dessus, parce que Kevin, c'est un accro du concours, etc. Marie est une cavalière émérite, mais a envie vraiment de s'occuper de son enfant. Elle nous l'a dit beaucoup dans le podcast. Vous, est-ce que vous avez trouvé un juste milieu, un équilibre? Comment est-ce que ça s'est installé finalement au cours des années? J'ai déjà la chance d'avoir une femme fantastique qui s'occupe évidemment de plein de choses, mais aussi des enfants. Elle vient quand elle peut, elle m'accompagne, elle monte aussi, elle m'accompagne avec les enfants. Donc, souvent, c'est elle qui faisait l'effort de venir avec les enfants pour qu'on puisse quand même vivre certains moments ensemble. Mais c'est sûr que c'est assez compliqué de vivre son sport, sa passion, son métier, et aussi avoir une vie de famille à côté. Alors j'essaie de rentrer après chaque compétition à la maison, donc je suis 3 jours semaine à la maison. Et là j'essaie de passer du temps avec les enfants, même s'ils sont à l'école, donc c'est plutôt le soir, en fin de journée, un peu le matin. Donc c'est vrai que ça restreint. Maintenant que Mathieu est plus grand, il vient avec moi en concours, donc ça c'est chouette. Mais je dois dire qu'il y a eu aussi une passe qui était très sympa pour moi, c'était le Covid. Donc, pour beaucoup de gens, c'était des moments très difficiles et durs, mais moi, je dois dire, j'ai vraiment apprécié cette période. Je me suis rapproché très très fort de mes enfants, parce qu'on était évidemment à la maison, plus de compétition, plus entre guillemets obligé, parce que je dis obligé, parce que c'est intense, c'est tous les week-ends. On n'est pas obligé, mais si on veut être haut dans le ranking, faire marquer son nom ou sa place, avoir les sélections pour faire les plus grosses compétitions, il faut y aller quasi tous les week-ends. Il faut être sur la route tout le temps. Donc, le Covid m'a permis de pouvoir rester à la maison, profiter de mes enfants. J'avais l'impression que c'était des vacances que je n'ai jamais eues, en fait. Donc, c'était un moment très, très, très fort pour nous. On était très proches. C'est là que Mathieu aussi a vraiment accroché, parce que j'ai passé énormément de temps avec lui, je faisais mon travail à cheval tous les matins, et c'est là qu'il a accroché à ses l'équitation. Donc c'est vrai que faire du sport de très haut niveau, en tout cas l'équitation, c'est aussi faire une petite croix sur un moment de vie de famille. Il faut essayer de trouver un équilibre, mais qui est très compliqué à trouver. Votre carrière le plus longtemps possible et être à cheval, parce que ce que vous aimez, c'est être sur la scène. Alors, oui, ça me plairait bien d'avoir un poste d'entraîneur ou coach, mais je ne suis pas aujourd'hui, parce que quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire bien, et pour faire donc j'essaie de me concentrer. Pour le moment, je suis dans le sport, donc j'essaie vraiment de me concentrer au sport. Quand je devrais être entraîneur, je n'ai pas d'élèves, par exemple, je les demande tout le temps pour donner des cours. Et je ne le fais pas parce que je veux pouvoir m'investir à 100% dans ce que je fais. Donc pour le moment, c'est vraiment le sport et aussi un peu mon fils parce que voilà, il est là tous les jours. Mais dans quelques années, je pense que je vais retirer les bottes de compétition et je prendrai la même statut. Je m'entraînerai, je serai coach. Je ne sais pas si ce sera coach national, mais ça me plairait bien, pourquoi pas. Je ne pense pas que je vais être John Whittaker ou monter jusqu'à un âge. Non, j'ai un objectif qui est dans ma tête, c'est j'aimerais faire Paris, et après Paris, je pense que je vais lever le pied. Je vais passer le relais à mon fils s'il continue, ou quelqu'un d'autre. Je vais continuer dans les chevaux, ça c'est sûr, parce que c'est une passion, on ne peut pas arrêter. Mais la compétition, comme je la vis actuellement, je ne voudrais plus la vivre à ce moment-là. Je fais le temps. J'ai un objectif de faire quelque chose de fort aux Jeux Olympiques. Si cette année c'est bien, si ce ne sera pas cette année, ce sera, j'espère, à Paris. Et si je n'y suis pas arrivé, c'est que je ne devais pas le vivre et que voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais oui, je pense qu'après Paris, si j'ai la chance de monter Paris, voilà, de toute façon, après Paris, je pense que je vais lever le pied sur les compétitions et me concentrer sur autre chose. Vous exprimez des fois une certaine lassitude du sport, des concours tous les week-ends, justement des déplacements, etc. Ouais. Honnêtement, pour moi,
c'est dur parce que les gens ils rêvent de faire ça. Donc c'est dur de dire ouais, c'est pas simple, on est parti tous les week-ends, bon, c'est sûr qu'on va dans des beaux endroits, mais c'est un sacrifice sur d'autres choses. Donc on n'a pas beaucoup de vie de famille, comme on l'expliquait. Je ne vois pas non plus ma famille extérieure. Alors, ma famille proche, oui, mes enfants, ma femme, mais toute ma famille plus large, je ne la vois pas. Je ne suis pas là au fait de baptême, de mariage. Voilà, on vit que pour la compétition. Et on est parti tous les week-ends. Alors c'est chouette, mais c'est intense et c'est tout le temps. Donc là, pour le moment, comme je dis, je me concentre vraiment là-dessus. Et après, je ne compare pas un petit peu de pied, je laisserai ma jeunesse faire ça. Dans l'épisode qu'on a enregistré avec Marie Pellegrin, elle nous disait justement qu'elle avait besoin d'énormément de choses pour se nourrir dans la vie. Elle aime lire, elle aime faire plein de choses. Est-ce que vous arrivez à trouver des sources hors sport, hors cheval, en filière qui vous nourrissent? Alors moi, ce qui me nourrit, c'est les autres. Donc je me nourris beaucoup des autres. Donc j'ai beaucoup d'amis qui sont autour de moi, qui soient dans les chevaux, pas dans les chevaux. J'ai aussi beaucoup d'amis en dehors des chevaux. Alors dès que j'ai du temps ou dès que je suis là, et ça vient, c'est souvent le début de semaine, j'essaie de les voir un maximum. Donc je me nourris, je ne suis pas un grand lecteur, j'ai quelqu'un que j'ai lu qui m'ont inspiré, mais je me nourris beaucoup des relations avec les autres et aussi avec les animaux. Le relationnel est très très important. Je suis obligée de vous demander un titre de bouquin. Et j'ai La Bonne Fortune, c'est un petit bouquin que je conseille à tout le monde. C'est une fable mais qui est magnifique. Et les 4 accords Toltec, c'est plutôt des livres spirituels, mais moi ça m'a inspiré. On va arriver à la fin de cette interview. En général, on pose 2-3 questions un peu similaires sur nos invités. Ah bah vas-y. Je vous aurais bien demandé comment vous vous sentez à l'approche du départ pour Tokyo, parce que c'est quand même dans quelques jours maintenant. Il vous reste ce concours, peut-être un autre la semaine prochaine, je ne sais pas. Ouais. Et ensuite, départ pour Tokyo, vous vous sentez comment? Impatient. Vraiment impatient. Je suis impatient d'y aller. Je me sens prêt, je sens notre équipe prête aussi. Je pense qu'on peut faire un super résultat. Il faut que voilà, on a la réussite, que tout touche. On sait que le format est différent, donc voilà. Mais non, je suis vraiment impatient d'y être excité. Donc ça va être un beau moment. Bon, en tout cas, nous, on sera derrière vous, derrière notre télé. Et voilà, on tenait à vous remercier beaucoup pour ce moment. Plaisir. Et puis, on vous voit aussi ce soir à Chantilly. Oui, tout à fait. Merci encore, Jérôme. Merci, Jérôme. Merci à vous.